Bonsoir. Bonsoir. Bien, je remercie tout d'abord nos assistants et assistantes qui effectuent un travail extraordinaire et je remercie en particulier Lilia pour tout le travail qu'elle accomplit pour nous, pour vous, pour toute l'école durant chaque intervention que nous avons toutes les semaines. Alors ce soir, je suis très honorée de vous présenter Pascal Perrineau. Quand je lui ai demandé de m'envoyer une biographie, il m'a envoyé 4 lignes. Qu'est-ce que j'allais faire de 4 lignes, Pascal? Croyez-moi, sa biographie est bien plus longue. Et ce soir, je voudrais lui faire honneur. Pascal est professeur des universités à Sciences Po, rattaché au CEVIPOF. Il enseigne 2 cours sur la vie politique sous la Ve République et sur les facteurs de la participation politique en France et en Europe. Il est l'auteur de nombreux livres, parmi lesquels Le goût de la vie politique, un observateur passionné de la Ve République, publié chez Odile Jacob. Et ce livre a reçu le prix du meilleur livre politique en 2024. Il a publié avec Anne Luxel, Inventeur des peurs françaises, chez Odile Jacob. Et nous avons eu le plaisir d'écouter Anne l'autre soir nous parler des peurs qui assaillent les Français. Ses recherches portent principalement sur l'étude des élections, l'analyse des nationaux populisme en France et en Europe, ainsi que sur la recomposition des clivages politiques dans nos sociétés. Il intervient souvent en tant qu'expert dans le débat public et dans de nombreux médias, dont Le Figaro, Public Sénat, France Inter, La 5, CNews, France Culture, Europe 1, RTL. La carrière de Pascal est en effet brillante et impressionnante. Je ne pourrais énumérer toutes les fonctions qu'il a occupées, ni faire justice à tout ce qu'il a accompli. Sachez toutefois qu'il a publié plus d'une vingtaine d'ouvrages et qu'il est chevalier de la Légion d'honneur depuis 2016. Et vous pouvez l'applaudir. Ce soir débute le 3e cycle de conférences que je lui ai demandé d'organiser, ce qu'il a chaque année gentiment accepté. Il s'agira d'éclairer en 4 conférences les contre-pouvoirs et de nous aider à comprendre pourquoi il est nécessaire d'avoir des contre-pouvoirs en démocratie. Cette mise en perspective se fera à partir de 4 domaines, à savoir, tout d'abord, Pascal donnera dans quelques minutes une conférence sur la démocratie directe ou semi-directe. Puis demain soir, Nicolas Rousselier, professeur d'histoire à Sciences Po et à Middlebury Paris durant l'année et à l'école de français durant l'été, discutera de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Ensuite, mercredi soir, Sylvie Roquemora, qui est professeure de littérature française à la faculté d'Aix-Marseille ainsi qu'à l'école de français durant l'été, abordera le rôle de l'écriture comme arme dans la littérature. Fidèle à l'idée que, je cite, « la plume est plus forte que l'épée », fin de citation, elle montrera comment la littérature peut devenir un puissant moyen de résister au pouvoir et de les remettre en question. Et enfin, jeudi soir, Jacqueline Caux, que nous avons eu le plaisir d'écouter hier soir et dont nous avons eu la chance de voir le film sur Luc Ferrari. Jacqueline explorera l'influence déterminante de la rencontre entre les artistes du Bauhaus européen et une jeune génération d'artistes américains à travers sa conférence de jeudi soir intitulée « La force du peu ». Nous avons beaucoup de chance d'avoir sur le campus ces 4 spécialistes et j'aimerais souligner l'originalité de la démarche d'avoir un cycle de conférences, le seul, je crois, parmi les écoles de langue. Je voudrais également souligner notre volonté d'approfondir un thème commun tout au long de ce cycle de conférences. Cette année, nous avons choisi de nous intéresser au contre-pouvoir, qu'il s'exprime en politique, dans l'histoire, en littérature ou encore dans les arts. Les différentes conférences offriront ainsi des regards complémentaires sur les multiples formes de résistance, de contestation et de création qui permettent de questionner ou de remettre en question les pouvoirs établis et d'imaginer d'autres façons de penser le monde. Pascal va aborder un grand sujet fascinant mais parfois désarçonnant, à savoir la démocratie directe ou semi-directe. Il s'interrogera sur les promesses, les limites et les enjeux de cette forme de participation citoyenne. Accueillons donc très chaleureusement Pascal, à qui je cède la parole. Merci beaucoup Armelle et merci beaucoup de m'avoir confié cette mission d'organiser une fois de plus
cette série de conférences autour d'un thème. Alors cette année, nous avons choisi, comme tu l'as dit, les contre-pouvoirs dans les régimes démocratiques. Sachant au fond que, qu'on soit américain ou français, on part d'un constat qui est le constat d'un grand malaise dans nos démocraties. Et ce malaise est dû à la fois au pouvoir politique démocratique lui-même, qui connaît des difficultés, qui a un gros problème aujourd'hui de légitimité, qui est davantage contesté, mais aussi parce que face à ce pouvoir démocratique, à ce pouvoir politique de la démocratie, il y a des contre-pouvoirs qui sont consubstantiels à la démocratie et qui sont des contre-pouvoirs qui s'animent, qui semblent s'affaiblir, aussi bien du côté américain que du côté français, et c'est là-dessus, ce soir, que je vais insister. Donc nous le ferons en 4 temps. Vous savez, les sujets de conférences circulent, et donc j'aborderai, oui, la démocratie directe ou semi-directe, mais j'aurai une approche plus large sur les contre-pouvoirs en tant que tels au plan politique. Et parmi lesquels, bien sûr, la démocratie directe et la démocratie semi-directe sont des éléments tout à fait importants que l'on cherche aujourd'hui à ressusciter, à faire revivre par rapport à la démocratie représentative. Ensuite, après le regard du politiste que je suis, vous aurez le regard de l'historien, donc, qui, sur la période longue, cherchera à voir comment ce cœur de la théorie du contre-pouvoir, qu'est la théorie de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, s'est formé tout au long des siècles jusqu'à la période moderne. Ensuite, Sylvie Roquet-Morat, on quittera la politique et l'histoire, qui me passionne ainsi que Nicolas, et on verra, on observera cette question à partir du regard de Sylvie Roquet-Morat et du regard donc à partir de la littérature. Et là aussi, on plongera au XVIIe siècle. Et puis on terminera par, bien sûr, ce qui est très souvent apparaît comme essentiel dans les contre-pouvoirs dans le champ de la culture et de même de ce que l'on appelle parfois la contre-culture, et dans lequel les États-Unis, bien sûr, ont joué dans le passé un rôle tout à fait important. Alors partons d'abord des contre-pouvoirs de la société civile qui se situe par rapport, je vais revenir sur cette notion, qui se situe par rapport à l'univers politique, au système politique et au pouvoir politique. Alors là, j'ai mis ce qu'on appelle un mapping de mots, excusez-moi pour le franglais, qui est fait à partir de réponses des Français à la question de la démocratie. Et vous voyez, quand on évoque la démocratie, les mots qui viennent spontanément dans le discours des personnes interrogées sont des mots extrêmement divers. Et ce n'est pas uniquement des mots relatifs aux institutions démocratiques. Certes, on parle d'élections, on parle d'assemblée, mais il y a beaucoup de noms, vous voyez, beaucoup de mots qui sont mis en avant, qui sont des mots qui tournent autour de la citoyenneté. Citoyen, participation, démocratie, démocratie citoyenne, débat, et tout en bas, ce qui est très important, les contre-pouvoirs locaux, les communes, les départements, les régions, qui sont autant de contre-pouvoirs par rapport au pouvoir national. Alors, quand on interroge les Français, partons de la notion de pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir pour les Français? Et là, c'est tiré d'une enquête récente. On demande aux Français, mais qui détient le pouvoir en France? Et vous apercevez que, oui, le président de la République et son gouvernement, les institutions démocratiques, les citoyens et les électeurs, c'est présent, mais enfin, ce qui est avant tout présent, c'est le pouvoir économique et financier. Pour les Français, le pouvoir, c'est avant tout le pouvoir de la finance et le pouvoir des grandes multinationales. Et vous voyez apparaître aussi des éléments, on y reviendra à la fin de cette conférence, des pouvoirs qui sont supranationaux, à savoir la Commission européenne. Donc, on a un pouvoir
qui est avant tout, aux yeux des Français, en dehors du pouvoir politique. Hein. Le pouvoir politique n'est pas un lieu vide, il ne faut pas exagérer, mais on considère que ce pouvoir est avant tout un pouvoir financier et que la politique, c'est peut-être, parfois, aujourd'hui, un théâtre d'ombre. Alors le pouvoir politique est donc un pouvoir parmi d'autres. Et donc aux yeux des Français, si on reprend les grandes catégories de la science politique, et en particulier la science politique américaine, qui a beaucoup travaillé là-dessus, nos démocraties sont en fait des polyarchies. Des polyarchies, avec parfois un pouvoir qui domine les autres, là quand si on écoute les Français, le pouvoir économique, et parfois un pouvoir politique qui arrive à s'imposer, qui arrive à donner le là par rapport au pouvoir économique, un pouvoir politique qui à ce moment-là a une véritable autonomie, comme on dit en sciences politiques, une autonomie par rapport au pouvoir économique en particulier. Mais quand on regarde toutes les analyses sur la sociologie du pouvoir politique, on est frappé qu'en général, dans nos démocraties, le pouvoir politique n'a qu'une autonomie relative par rapport aux autres pouvoirs. Que ces pouvoirs soient économiques, militaires, religieux, administratifs. Le pouvoir entièrement concentré par le pouvoir politique, ça n'existe pas. Le pouvoir est toujours un pouvoir partagé, avec des équilibres bien sûr divers. Vous avez eu aux États-Unis des hommes tout à fait intéressants comme Wright Mills, dans l'élite du pouvoir, qui a beaucoup travaillé sur ce pluralisme du pouvoir aux États-Unis, mais il disait, comme c'est toutes ces élites, qu'elles soient militaires, économiques, administratives, viennent des mêmes milieux, des mêmes universités de la côte nord-est, des mêmes grandes écoles, il y a une forte homogénéité du pouvoir aux États-Unis. Il y aurait une élite du pouvoir. Et Robert Dahl, lui, qui est un autre Américain, s'oppose à Wright Mills et dit non, pas du tout. Le pouvoir est plus égalitairement réparti entre ces différentes catégories qu'on veut bien croire. Il y a une réelle polyarchie. Et sur toutes les décisions, ça négocie. Parfois, c'est le pouvoir économique qui l'emporte, parfois le pouvoir politique, parfois le pouvoir militaire. Alors ce soir, je n'ai pas le temps de passer en revue tous ces pouvoirs, la manière dont le pouvoir circule entre ces différentes élites, mais nous allons nous concentrer sur le pouvoir politique, stricto sensu, et sur les contre-pouvoirs qui viennent l'équilibrer. Alors pour commencer, et pour essayer d'y voir un peu plus clair, comment rééquilibrer les pouvoirs? C'est toute la question qui va organiser, si vous voulez, mon cheminement ce soir. D'abord, dans une introduction, je vais essayer de définir les contre-pouvoirs comme étant une nécessité démocratique. Il n'y a pas de vraie démocratie quand il n'y a pas de contre-pouvoir. Puis, dans un premier temps, je chercherai à voir comment le pouvoir se divise au cœur même du système politique. Au fond, la division et la séparation des pouvoirs, elle est au cœur même du pouvoir politique, la fameuse théorie de la séparation du pouvoir. J'irai assez vite, parce que bien sûr, Nicolas Rousselier, demain, dans une perspective historique, décrira comment, au fond, l'histoire a accouché de cette séparation des pouvoirs. Et puis, dans un second temps, ce pouvoir politique, lui-même divisé, nécessairement divisé, utilement divisé, eh bien, ces contre-pouvoirs, ce pouvoir, il s'oppose à des contre-pouvoirs en face, dans la société civile. Et je vais revenir sur cette distinction entre société politique, pouvoir politique et société civile en face. Et puis je terminerai, pour mener vers la conclusion, je tenterai de répondre à la question, mais ces contre-pouvoirs qui semblent s'anémier, d'où vient leur vitalité? Qu'est-ce qui fait la force des contre-pouvoirs? Afin d'essayer, à l'avenir, de retrouver les chemins de la vitalité des contre-pouvoirs. Et de répondre à la question en conclusion, comment recréer un espace public avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs efficaces, pertinents. Alors commençons par la réflexion sur la nécessité démocratique des contre-pouvoirs. Pour qu'une démocratie ne sombre pas dans la dictature de la majorité,
ou dans l'autoritarisme, elle doit garantir la séparation des pouvoirs. L'auteur le plus éclairant pour nous Français, mais les Américains le connaissent bien, et en particulier les juristes américains et les philosophes américains, c'est Montesquieu. Dans ce grand livre qu'est l'Esprit des lois, que je fais toujours lire à mes étudiants, de 1748, où Montesquieu dit la chose suivante. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux, les principaux dans son langage, c'est ceux qui dirigent, les dirigeants. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux, des nobles ou du peuple exerçait ces trois pouvoirs. Celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, celui de juger les crimes ou les différends. Vous avez les trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Alors voilà quelques renseignements sur ce Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, qui, indépendamment de l'Esprit des lois, a écrit des ouvrages extrêmement lus et connus, en particulier les Lettres persanes et les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. On écrira peut-être bientôt des considérations sur les causes de la grandeur des Européens et de leur décadence. C'est un peu à l'heure du jour. Ces principes, ce n'est pas simplement des principes qui sortent de la tête de Montesquieu, ce sont des principes qui, très vite, quelques décennies plus tard, dans le moment révolutionnaire, vont rentrer en acte, en étant inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789 comme fondement de l'ordre constitutionnel. C'est l'article 16 de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, l'état de droit, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Là, les choses sont claires. S'il n'y a pas ces deux éléments, la garantie des droits et la séparation des pouvoirs, eh bien tout simplement, il n'y a pas de constitution. Alors, venons-en à la division des pouvoirs au cœur même du système politique, comme je vous l'avais promis. Ces pouvoirs que l'on vient de voir, ces pouvoirs séparés, ils peuvent être organisés dans la pratique de manière différente. Il y a des séparations, on le verra tout à l'heure, rigides entre les pouvoirs, ou des séparations très souples, qui sont un régime de collaboration. Ces pouvoirs séparés, pour que la démocratie ne vive pas seulement au sommet, ils doivent être équilibrés par des pouvoirs intermédiaires face à eux. On le verra tout à l'heure, les pouvoirs dans la société civile, par exemple, sous la monarchie, ça pouvait être la noblesse et les parlements par rapport à la monarchie. Aujourd'hui, au fond, les associations et les pouvoirs locaux sont autant de pouvoirs séparés qui montrent que voilà, le pouvoir n'est pas simplement au sommet de l'édifice démocratique. La séparation des pouvoirs définie par les constitutions, vous voyez qu'il y a deux modes de fonctionnement selon la constitution en vigueur. Là, vous avez le cas américain, c'est une séparation stricte. Les trois pouvoirs sont très distincts et ils ont quelques moyens d'action réciproque. Quelques moyens d'action réciproque. Mais c'est la séparation stricte qui l'emporte. Regardez voilà, les décisions du pouvoir exécutif américain par les temps qui courent. Ils ne s'embarrassent pas tellement du pouvoir législatif et encore moins du pouvoir judiciaire. En France, c'est une séparation souple, c'est-à-dire que ces trois pouvoirs collaborent. Collaborent, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et avec le pouvoir judiciaire. C'est un régime de séparation souple des pouvoirs. Pour que cette séparation des pouvoirs, et ça c'est important, afin de ne pas avoir une approche purement institutionnelle, pour que cette séparation des pouvoirs fonctionne, il y a la nécessité d'avoir dans la population, et chez ceux qui exercent le pouvoir, ce que Montesquieu appelle une vertu civique. Si vous voulez, les institutions à elles seules, ça ne suffit pas. La Constitution à elle seule, ça ne suffit pas. Il faut une vertu partagée dans la population.
afin d'éviter la monopolisation du pouvoir par le pouvoir exécutif. C'est la dérive que l'on voit tellement aujourd'hui de ce qu'on appelle, ce que vous appelez aux États-Unis la démocratie libérale, afin d'éviter la confiscation du pouvoir par le pouvoir législatif. C'est arrivé, par exemple en France après la Seconde Guerre mondiale, on est dans un vrai régime d'assemblée. Le pouvoir exécutif est falot, hein, et c'est un régime d'assemblée. Aujourd'hui, au fond, c'est un peu ce dont les LFI rêvent, hein, de réinstaurer un régime d'assemblée. Et un régime d'assemblée, en général, ça débouche sur une dictature révolutionnaire. C'est le régime des soviets. Et afin d'éviter la vertu civique, la mainmise du pouvoir judiciaire sur le pouvoir. Ça, c'est la dérive que l'on appelle le gouvernement des juges. Alors, les vertus associées aux divers régimes politiques, c'est passionnant ce que dit Montesquieu. Il dit que chaque régime politique a une vertu dominante pour qu'il fonctionne bien. Chaque type de régime est associé à un ressort qui le maintient en vie. La monarchie, il dit, c'est l'honneur. C'est le sentiment de l'honneur. Chaque individu ou groupe recherche la gloire et les distinctions. Hein? Souvenez-vous de cette société d'Ancien Régime, très articulée, une société d'ordre, hein, fondée sur le sentiment de l'honneur comme sentiment dominant. Le despotisme, dit-il, c'est la crainte et le sentiment dominant. Car le tyran gouverne par la terreur. Regardez aujourd'hui les très nombreuses dictatures, regardez comment fonctionne Poutine, voilà, ça fonctionne à la terreur. Pour fonctionner, la démocratie ou la République, pour Montesquieu c'est un peu les mêmes choses, fonctionne lui à la vertu, dit-il, civique. La vertu civique, c'est l'amour des lois, la propension à l'égalité, la primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Et pour fonctionner, la démocratie a besoin de cette vertu, disséminée dans l'ensemble de la population. Cette vertu civique doit irriguer l'ensemble du système, de haut en bas. Ça doit irriguer les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Qu'est-ce que la vertu civique? Le primat de l'intérêt général, l'égalité comme moteur, et un rôle central, et ça c'est partagé par tous les penseurs, en particulier de la Révolution française et en particulier Condorcet, un rôle central dévolu à l'éducation. C'est l'éducation qui va être la pourvoyeuse de la vertu civique. Mais tout cela, cette vertu et le régime qu'elle sous-tend, c'est incroyablement fragile. Ce dont on ne s'est pas aperçu pendant des décennies après la guerre. On était persuadé qu'on avait réinstauré la démocratie et qu'on en prenait pour aller un siècle et demi, qu'il n'y avait aucun souci. Tu parles. La démocratie est un régime extrêmement fragile. Les institutions sont fragiles et la vertu est fragile. Si la vertu civique s'effondre, elle est immédiatement, nous dit Montesquieu, remplacée par l'avarice et l'ambition, entraînant la ruine et la mort de la République. Alors cette séparation des pouvoirs, c'est une question d'institution, mais c'est aussi une question de sentiment collectif. La politique, ce sont aussi des affects, des sentiments. La vertu, nous dit Montesquieu, dans une république est une chose très simple. C'est l'amour de la République. C'est un sentiment et non une suite de connaissances. C'est un sentiment et non une suite de connaissances. Le dernier homme de l'État peut avoir ce sentiment comme le premier. Le problème, c'est que souvent, le premier l'a de moins en moins et le dernier l'a de moins en moins. Et donc, ça rend les choses compliquées. Alors, une fois définie cette division du pouvoir, qui est au cœur même du système politique et qui vit de la vertu civique, cherchons maintenant à plonger dans les contre-pouvoirs de la société civile. Alors si on avait à définir rapidement cette société civile de manière un peu simplette, on pourrait dire que c'est un ensemble d'associations à caractère non lucratif
et de processus divers et variés, parmi lesquels la démocratie directe, la démocratie semi-directe, qui agissent comme groupe de pression pour influencer le pouvoir politique. Et l'homme, à mon avis, le plus intéressant pour penser la société civile, c'est Alexis de Tocqueville, qui appelle cela la société civile face au monde politique. Il distingue deux instances, le monde politique et la société civile. Et parmi elles, vous allez voir, il pense particulièrement, parce qu'il connaît très bien le cas américain, il pense particulièrement au rôle très fort des associations. Alors, quelles sont les origines de la notion de société civile? La distinction entre les deux, société civile et société politique, provient de la philosophie des XVIIe et XVIIIe siècles. Et elle s'est construite peu à peu en séparant d'un côté l'État, le pouvoir institutionnel, et puis le reste, la sphère des intérêts privés, des intérêts socio-économiques. Et un des premiers, véritablement, à penser philosophiquement cette affaire, mais il le pensera de manière très différente d'Hegel, c'est John Locke, qui au XVIIe siècle est le premier à théoriser une distinction claire. Pour lui, l'État existe d'un côté, mais c'est pour protéger la société civile, pour que la société civile puisse s'épanouir. Et la société civile, pour lui, c'est la propriété privée, le commerce, les droits individuels. Et tout cela rompt, bien sûr, avec le pouvoir absolu. Cette notion sera plus tard repensée par Hegel, qui va formaliser le concept, comme toujours dans l'approche hegelienne. Et dans ses principes de la philosophie du droit, il sépare l'État de la société civile, mais il subordonne cette société civile à l'État. Et ce n'est pas du tout la perspective qui était la perspective de Locke. C'est l'État qui est à la manœuvre et qui subordonne la société civile. Et Alexis de Tocqueville, qui avait fait le voyage américain, montre que la vitalité de la démocratie, pour lui, ça dépend avant tout, on y reviendra tout à l'heure, des associations de la société civile, au sens large. La presse, les syndicats, les églises. Ces groupes, pour lui, forment des corps intermédiaires. Des corps intermédiaires qui protègent les citoyens du despotisme de l'État. Et en cela, il est l'héritier de Locke aussi. C'est lui qui pense le plus l'autonomie, véritablement, et la nécessaire indépendance relative, bien sûr, de la société civile. Dans les pays démocratiques, nous dit Tocqueville, la science de l'association est la science mère. Le progrès de toutes les autres dépend des progrès de celle-là. Donc pour lui, ces associations ont un rôle décisif. Elles évitent à la fois l'individualisme d'un côté et de l'autre côté la tyrannie de l'État. Et il y a une fascination de Tocqueville pour les associations civiles américaines, les hôpitaux, les églises, les fondations, qui, le note-t-il, sont prises en charge véritablement par la population et non par l'État ou l'aristocratie, qui n'existe pas. Donc là, vous avez des associations civiles qui sont prises en main par le bas, par la population. Et il porte aussi un intérêt pour les associations politiques. Il ne s'intéresse pas simplement aux associations non politiques. Il dit au fond, il y a des associations politiques qui jouent un rôle, et pour lui, c'est un rôle de grandes écoles libres qui vont permettre aux minorités de se compter et de persuader la majorité sans recourir à la violence, au rapport de force. Alors, pendant longtemps, on a dit la France a à rougir par rapport au cas américain dont Tocqueville vantait les charmes. Quand on regarde en détail, et je regardais ça aujourd'hui, la France n'a pas à rougir face au cas américain. Il y a 2 millions d'organisations à but non lucratif aux États-Unis qui sont surtout religieuses et caritatives. Je regardais en France, il y a 1 300 000. Vous voyez, c'est énorme. 1 300 000 en France, organisations à but non lucratif.
Et puis il y a véritablement les lobbies, les groupes d'intérêt recensés comme tels, qui depuis une loi récente, la loi Sapin de 2017, doivent être enregistrés. Et je regardais les statistiques, il y a plus de 3500 représentants de groupes d'intérêt enregistrés auprès du Parlement, et qui agissent bien sûr sur la décision parlementaire. Donc c'est loin d'être négligeable. Et quand vous faites des comparaisons internationales, la France, les États-Unis, mais surtout les pays européens du Nord, sont, avec l'Indonésie et le Nigeria, les pays où le tissu associatif est le plus dense, dans les enquêtes internationales sur la densité du réseau associatif. Alors, une fois décrites ces origines de la société civile, venons-en à la pluralité des contre-pouvoirs. En effet, ces contre-pouvoirs, ils sont extrêmement nombreux. Il y a bien sûr les médias et la presse, dans le cas français, 3700 types de presse, 1000 stations de radio, plus de 30 chaînes nationales, il y a un vrai pluralisme. Les syndicats, il y a 8 organisations, il y a bien d'autres syndicats. Il y a 8 organisations représentatives, mais vous le verrez, moins de 10% de la population est syndiquée aujourd'hui. Et il y a de multiples groupes de pression. Je viens d'en parler. Les associations et les ONG, elles sont, je viens de le dire, plus de 1,3 million. Les mouvements sociaux et collectifs, là, en France, on se porte bien. 30 à 40 000 manifestations par an, vous vous rendez compte? 30 à 40 000 manifestations par an. Les groupes d'experts qui font partie aussi de cette société civile, qui agissent sur le pouvoir politique et la société politique, 317 commissions consultatives et délibératives. Il y en a tellement que pour faire des économies, on cherche en ce moment à en supprimer beaucoup. Parce qu'on se dit parfois, il y a une espèce de démocratie technicienne qui n'a aucune base dans le suffrage universel, qui donne des avis dans tous les sens. Certes, il y a l'expertise derrière, mais enfin, ça pose un problème démocratique de fond. Ce qu'on appelle la gouvernance aujourd'hui. On dit qu'il y a le gouvernement par les élections, et puis à côté, il y a la gouvernance. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gouvernance, de moins en moins de gouvernement. Les institutions religieuses, en France, elles sont, il ne faut pas croire, on est un des pays les plus athées du monde, mais voilà, il y a 45 000 lieux de culte catholiques, 2500 lieux de culte musulmans, la deuxième religion en France, 2000 lieux de culte protestants et 500 synagogues. Et bien sûr, ce qui se développe de plus en plus, les réseaux sociaux et les plateformes numériques, là on est à une autre échelle. 50 millions d'utilisateurs actifs, soit près de 76% de la population. On est rentré véritablement dans l'ère du contre-pouvoir numérique. Alors si on reste dans un registre plus traditionnel, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces contre-pouvoirs ont évolué. Sont-ce toujours les mêmes ou évolutifs? J'en ai pris deux. J'ai pris d'abord les manifestations, parce que je sais que vous avez une tendresse pour la propension française à manifester. Les manifestations en France, est-ce que c'est un rituel ou une innovation? Là, vous avez quelque chose, le défilé syndical, j'allais dire traditionnel, comme on en a plein. Voilà, plein. Il suffit de sortir dans la rue, chaque semaine, vous en avez un. Avec les ballons de la CGT, qui est le deuxième syndicat français, très proche des communistes. Et puis là, vous avez quelque chose d'autre. C'est le fameux mouvement des Gilets jaunes, qui a duré plusieurs mois. Il y avait une manifestation tous les samedis. Et ces Gilets jaunes, c'est très différent. Oui, les syndicats ne sont pas du tout présents. Ce sont des gens qui très souvent n'ont jamais été manifestés dans la rue et qui pour la première fois descendent. C'est-à-dire là, ça innove. Alors, quand on regarde les tendances sur les 30 dernières années, il y a une évolution forte du nombre de manifestations. Il y a un glissement, ça c'est important, un glissement thématique. C'est-à-dire les manifestations les plus traditionnelles tournaient autour d'enjeux matérialistes, pouvoir d'achat. De plus en plus de manifestations, quand vous regardez, sont autour d'enjeux post-matérialistes, c'est-à-dire d'enjeux qualitatifs beaucoup plus que quantitatifs.
les rapports hommes-femmes, la condition des minorités, les défilés LGBTQ, etc. C'est-à-dire des enjeux qui ne sont pas des enjeux quantitatifs, qui sont des enjeux qualitatifs. Ce que Ronald Inglehart appelle le post-matérialisme. Troisième tendance, c'est l'apparition d'un répertoire moderne. Si vous voulez, quand les ouvriers ou les salariés défilent, c'est très classique. On a vu ça depuis 50 ans et même parfois depuis plus. Hein. Là, de plus en plus, le registre d'action change. L'action directe et l'action théâtrale apparaissent. Par exemple, on va manifester, parfois elles sont peu nombreuses, les femmes, le courant féministe, et elles vont en pleine rue se déshabiller, montrer leur poitrine et se faire arrêter par la police pour atteinte à la pudeur sur la voie publique. Hein. Ça, c'est l'action théâtrale. Hein. Ou bien dans les manifestations sur le sida, hein, les malades se couchaient par terre, comme s'ils étaient morts. Hein. Voilà. Donc une certaine théâtralisation qui n'existait pas auparavant. L'occupation des espaces aussi, ça c'est très nouveau. On ne défile pas, on occupe les espaces. On les occupe parfois de manière durable. Hein. On va faire des sittings dans la rue. Et puis bien sûr, un répertoire qui est le répertoire numérique, avec ce qu'on appelle l'activisme. Du franglais plus ou moins revu et corrigé. Et puis des mobilisations qui sont des mobilisations de plus en plus spontanées. Avant, les manifestations répondaient à des mots d'ordre. Allez manifester sur tel sujet. Maintenant, il y a de plus en plus de mobilisations spontanées où la mobilisation est une mobilisation qui part des réseaux sociaux. Parfois sans l'aide d'aucune organisation. Les Gilets jaunes, il y avait au départ, mais aucune organisation. On appelait à manifester, et bien sûr, c'était des manifestations toutes illégales. Là, les premières, c'est des manifestations légales. On déclare à la préfecture, on négocie avec les forces de police le cheminement de la manifestation. Là, c'est de la manifestation, comme on dit en France, manifestation sauvage, hein, illégale. Donc le registre des manifestants a tout de même beaucoup changé. Cependant, est-ce que le post-matérialisme l'a emporté complètement? Non. Quand vous regardez la dominante des manifestations depuis 1995, regardez les sujets. Ceux qui mobilisent le plus de manifestants. 2,5 millions là. 2,5 millions. C'est quoi? La réforme des retraites, l'emploi et le pouvoir d'achat, la réforme des retraites, une obsession, on comprend, parce que si on ne change pas, on va dans le mur en se tenant la main. Hein. La réforme des retraites, la loi travail, le contrat de première embauche, qui est un contrat pour recruter les jeunes, et en bas les gilets jaunes. Donc vous voyez, c'est véritablement les thématiques les plus traditionnelles, et là, des thématiques matérialistes qui continuent à l'emporter. Il ne faut pas croire, si vous voulez, que le post-matérialisme l'a emporté définitivement. Et avec la crise, il y a un retour des problématiques qui sont les problématiques matérialistes. Deuxième exemple, les syndicats. Les syndicats en France, ils sont très nombreux. Là, je vous ai mis que les syndicats représentatifs. Alors, je ne vous dis pas si je vous mettais les syndicats non représentatifs. Hein. Là, la feuille ne suffirait pas. Hein. Et c'est très différent des États-Unis, très différent d'autres pays européens. Il y a un grand syndicat, point à la ligne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, oui, un syndicat. En France, il y en a plusieurs. Je vous ai mis le premier de la CFDT, premier syndicat chez les salariés. Les syndicats sont très politisés en France et ils sont très divisés. Mais il faut savoir que ce pluralisme syndical, cette division syndicale, c'est beaucoup plus un signe de faiblesse que de force. Les syndicats français, contrairement à ce que vous croyez, sont très faibles. Très, très faibles. Et puis regardez, c'est très bien d'avoir je ne sais combien de syndicats, mais à condition qu'on adhère. Là, vous avez le pourcentage des salariés syndiqués dans les années d'après-guerre, 40% des salariés. Aujourd'hui, c'est 7% des salariés. Et vous voyez, la chute continue. C'est-à-dire ces syndicats dits représentatifs ne représentent rien. Rien. Et ça pose un gros problème dans la négociation des conflits sociaux.
Alors, quels sont les grands types, dernier point de ces contre-pouvoirs dans la société civile, les grands types de contre-pouvoirs si on cherche dans ce maquis des contre-pouvoirs à distinguer différentes strates? Il y a d'abord des contre-pouvoirs qui sont organisés. Les syndicats, les associations, les ONG. Il y a des contre-pouvoirs informationnels, d'une autre nature. Les médias, les experts, les lanceurs d'alerte. Et puis il y a des contre-pouvoirs citoyens, véritablement, où là, les citoyens de base s'auto-organisent. C'est la manifestation, bien sûr, qui est une forme de démocratie directe. Les pétitions, beaucoup moins pratiquées en France que dans les démocraties anglo-saxonnes. La démocratie directe et semi-directe, dont on va parler. Et bien sûr, les référendums d'initiative populaire. Tous ces contre-pouvoirs sont pris en compte pour déterminer, dans des enquêtes scientifiques, l'état de la démocratie. Et on distingue, bien sûr, on pèse, si vous voulez, la démocratie par rapport à l'autoritarisme en fonction, vous allez le voir, d'une soixantaine de critères dans lesquels la vitalité des contre-pouvoirs est tout à fait décisive. Et ça donne, vous allez le voir, une carte de la démocratie dans le monde qui est publiée chaque année par The Economist et qui est très intéressante. Alors cet indice de la démocratie, on va aller très vite parce que c'est un peu méthodologique, il est fondé sur 60 critères relatifs au processus électoral et au pluralisme. Quel est le processus électoral? Sa clarté, le pluralisme, partis, syndicats, associations. Quel est l'état des libertés civiles? Liberté d'expression, de pensée, liberté des médias. Le fonctionnement du gouvernement. Est-ce qu'on a un gouvernement qui obéit à une certaine transparence? Quatrièmement, la participation politique. Est-ce que c'est une participation forte, active? Quelle est la place que cette participation donne, indépendamment des élections, à la démocratie directe et semi-directe? Et dernier point, la culture civique, ce que vous appelez civic culture, la culture politique. Est-ce qu'on a des cultures politiques vraiment qui respectent beaucoup le pluralisme ou des cultures politiques plus problématiques où on demande avant tout de l'autorité, la verticalité? Et l'indice de démocratie prend également en compte la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté d'association et le droit à un procès juste et équitable. On shake tous ces critères pour aboutir à un indice de démocratie et on distingue 4 types de démocratie dans le monde. En bleu foncé, les démocraties complètes. Elles sont très hautes sur l'indice. Alors vous voyez qu'on trouve, c'est rassurant, on n'est pas en bleu foncé. Vous voyez, regardez les pays d'Europe du Nord. Là, on est vraiment au sommet des pays très démocratiques. Mais la France, voilà, elle se pose bien, elle appartient tout de même en deuxième catégorie aux démocraties complètes entre 8 et 8,99 sur un indice de 10. Les États-Unis, aïe aïe aïe. Les États-Unis qui n'étaient pas du tout dans cette catégorie, maintenant appartient au bleu clair de la démocratie défaillante. C'est véritablement une évolution très, très triste. Parce que vous avez dans la même catégorie, vous voyez un régime qui... Voilà, l'Inde est une démocratie défaillante. Inde et États-Unis. Et puis toutes les anciennes, pas toutes, mais certaines démocraties émancipées de la dictature communiste en Europe de l'Est, qui sont des démocraties pas parfaites. Vous voyez, la Hongrie, la Roumanie, voilà, c'est pas parfait. L'Ukraine, voilà. Eh bien, les États-Unis, Trump donne beaucoup de leçons à Zelensky, mais voilà, la démocratie américaine est au même niveau que la démocratie ukrainienne, quand on regarde les indicateurs. Et c'est pourtant une des plus vieilles démocraties du monde. Du monde. Et puis ensuite, vous avez les régimes hybrides, qui hésitent entre les deux. Et là, vous voyez que, bien sûr, dans l'hémisphère sud, il y a beaucoup de régimes hybrides. Et puis, les teintes marron, les régimes autoritaires. Alors, vous avez bien sûr tout l'Orient, sauf quelques exceptions. Et bien sûr, vous ne le voyez pas si on voit à bout, le Japon et la Corée du Sud. Et puis, bien sûr, beaucoup de pays africains. Et une Amérique latine qui a bigrement de mal, véritablement, à s'émanciper de la dictature et qui reste dans les zones intermédiaires.
le Chili qui s'en tire à peu près, quoi, hein, et qui connaît en effet, on l'a vu, une alternance démocratique tout à fait raisonnable. La France et les États-Unis sont donc hauts sur l'indice, mais ils ne sont pas parmi les pays à vitalité démocratique très forte. Tous les pays, vous voyez, ça c'est le numéro 1, la Norvège, Nouvelle-Zélande, Suède, Islande, Suisse, Finlande, Danemark, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg. Alors, ce qui nous rassure, nous les Européens, c'est qu'il y a beaucoup d'Européens. Il y a beaucoup de démocratie européenne. On adore recevoir des leçons, on peut recevoir des leçons, mais enfin, les démocraties européennes ne se portent pas si mal que cela. Et puis, bon, il y a comme pays européen, il n'y a que la Nouvelle-Zélande, hein, dans les 10 premiers. Mais en tout cas, vous voyez, dans les 25 premiers, il n'y a pas ni les États-Unis, ni la France. Ce qui montre que nous avons tous des efforts à faire. Alors, pour revitaliser le jeu démocratique, il y a bien sûr quelque chose qui est de plus en plus exploré, qui est dans le débat politique sans cesse, c'est le retour de la démocratie directe et semi-directe. Comme notre démocratie classique est en crise, on se dit comment faire. Ben, il faut réactiver 2 mécanismes. La démocratie semi-directe, autour du référendum, et c'est bien dit dans notre Constitution, la souveraineté du peuple s'exprime par les élections et par le référendum. Vous savez qu'il y a des pays où le référendum est interdit, hein, comme en Allemagne. Hein. Nous, on a les 2 capacités. Et De Gaulle y tenait bien sûr énormément. Et puis, autre expérience, de plus en plus développée, surtout par le président Macron, qui n'est pas l'afro-dictateur, comme on dit, c'est la démocratie participative. Alors, la démocratie semi-directe, autour du référendum, elle est prévue dans la Constitution, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a eu 10 référendums nationaux depuis 1958, en particulier pour changer de constitution, hein, ou pour des actes forts. Vous voyez, l'entrée dans l'Union européenne, le traité de Maastricht, etc. Et puis, il y a une modalité référendaire qui a été introduite en 2008 qui est très intéressante. C'est ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée. C'est-à-dire là, vous voyez, ce n'est pas le pouvoir qui prend l'initiative du référendum, c'est le peuple, à partir d'une campagne de signature, un peu plus de 4 millions de signatures, et des élus parlementaires. Mais comme le niveau, plus de 4 millions de signataires et 100 et quelques députés, est tellement élevé, ça n'a jamais été mis en place. Hélas, il faudrait baisser, à mon avis, le niveau de signature. Et puis il y a la démocratie participative. Alors ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça s'est beaucoup pratiqué dans les pays d'Europe du Nord, surtout, hein, qui sont très hauts sur l'indicateur de la démocratie. C'est l'association des citoyens à la prise de décision. Alors dans la période récente, il y a eu une accélération énorme de ces instances de démocratie participative. Il y a eu d'abord, à la suite de la crise des Gilets jaunes, le grand débat national. C'est-à-dire Macron a organisé, dans l'ensemble du territoire national, un grand débat sur l'implication volontaire des citoyens. On n'était pas forcés. Ceux qui voulaient débattre des grands sujets du grand débat national pouvaient se rendre dans les mairies. Et ils étaient consultés. Il y a eu plus de 2 millions de Français qui ont pratiqué cette démocratie participative. Ensuite, il y a eu, alors là, c'est très codé maintenant, il y a eu plusieurs conventions citoyennes sur des sujets très précis. Où là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que ce sont des sujets difficiles, des sujets sur lesquels il y a du débat, et on a envie de savoir ce qu'en pensent les Français. Alors on ne peut pas tous les convoquer, donc qu'est-ce qu'on va faire? On revient, vous voyez, à la vieille démocratie où on tirait au sort un échantillon de la population, comme dans la Grèce antique. On tire au sort un échantillon de citoyens, et on a pratiqué ça sur 3 thèmes récemment. Une convention citoyenne sur le climat, qui a donné une base pour la discussion parlementaire, une convention citoyenne sur la fin de vie, parce que là, c'est un sujet hyper compliqué. Ce n'est pas un sujet gauche-droite, les opinions sur la fin de vie. Et c'est un sujet incroyablement débattu. Donc il y a nécessité de consulter véritablement les gens. Vous n'allez pas demander aux partis ce qu'ils pensent de la fin de vie.
Et puis, tout à fait récemment, une convention citoyenne sur les rangs de l'enfant, les temps de l'enfant. Les temps de l'enfant. Alors, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est le contre-pouvoir miraculeux? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites du référendum et des limites de la démocratie participative. Les limites du référendum, c'est la dimension plébiscitaire du référendum. Un référendum, c'est souvent plus une réponse à un homme qui pose la question qu'à la question posée. Deuxièmement, est-ce qu'on répond à un texte ou est-ce qu'on répond au contexte? Très souvent, on répond au contexte. Et en ce moment, on n'ose aucun référendum parce que le contexte est tellement pourri qu'on se dit, quelle que soit la question, ils diront non. Et puis, très souvent, et ça a été terrible, la décision du peuple a été contournée. C'est-à-dire en 2005, c'est la dernière fois qu'on a utilisé le référendum, le peuple dit non à l'organisation politique de l'Europe. Qu'est-ce que fait le pouvoir? Et non, clairement, 55%. Qu'est-ce que fait le pouvoir? Quelques années plus tard, 3 ans plus tard, il prend une décision parlementaire où il ratifie par le Parlement le traité de Dublin qui reprenait, qui était très proche du texte, qui était le texte qui avait été refusé par les Français. Ça a eu un effet délétère. Mais délétère. Donc, il y a des limites du référendum, c'est pas magique. Et puis, il y a des limites de la démocratie représentative. Pourquoi? La démocratie participative. La démocratie participative, c'est une démocratie de petite minorité. Vous ne pourrez jamais, vous voyez, 2 millions au grand débat national, c'était le maximum. Les échantillons de Français consultés, c'est 100 quelques personnes. Donc c'est des démocraties de minorité, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas les 40 millions d'électeurs, hein. Pas la même chose. Et puis, le gros problème de la démocratie représentative, c'est comment on articule, une fois qu'on a consulté les gens, qu'ils ont pris des décisions, comment on articule ça avec la démocratie représentative. Comment les députés et les sénateurs vont s'emparer des revendications émises par la démocratie participative pour éclairer leur choix. Et ça, on ne l'a absolument pas pensé. Absolument pas pensé. Donc souvent, la démocratie participative reste un gadget. Alors, les ressorts de la vitalité. Troisième partie et dernière partie. Les ressorts de la vitalité, dans le cas français, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Il faut un haut niveau d'éducation. C'est déjà ce que disait Condorcet. Pour que ça marche, il faut un haut niveau d'éducation. En France, oui, mais tous les classements sur le système éducatif montrent que le niveau baisse, ne monte pas, baisse. Une presse libre et pluraliste, oui, plutôt. Je sais que le grand débat en ce moment, c'est Bolloré. Bolloré, il n'a pas toute la presse française. Hein, bon, il reste, on a une presse qui est une presse extrêmement plurielle et extrêmement libre. Liberté d'association, de manifestation, elle est réelle en France. On en use et on en abuse. Le tissu associatif, il est dense. Mais attention, c'est de plus en plus des associations non politiques. Des associations dont le principal objet n'est pas l'objet politique. La confiance sociale, alors là, elle est effondrée totalement. Anne vous l'a dit dans son exposé, c'est dramatique. On est un des pays les plus défiants du monde. Les financements, c'est très important pour faire vivre la démocratie. Une démocratie sans financement, ça n'existe pas. Alors, c'est très différent du système américain. Nous, on a un financement, en dehors du financement public, il faut bien reconnaître qu'on a une faiblesse extrêmement forte de l'argent privé. Les dons, les mécénats, ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez de ce côté de l'Atlantique. L'existence d'espaces publics de débat, alors là, est très nombreux. Il ne faut pas dire qu'on est, voilà, les salles de mairie sont toutes vertes, il y a des salles de quartier, voilà, il n'y a pas de problème. Les institutions ouvertes à la participation, plutôt oui. On encourage la participation en France. Toutes les institutions, qu'elles soient nationales ou locales, sont ouvertes à la participation. Vous voyez, c'est facile de s'inscrire sur une liste électorale. On n'a pas les débats américains, par exemple, aujourd'hui, qui cherchent à exclure certains électeurs de la capacité d'inscription. Ça n'existe pas en France.
La culture politique, oui, est-ce qu'elle est favorable à l'engagement? Elle l'était, elle ne l'est plus. La culture politique et l'engagement, il est de plus en plus saisonnier, épisodique, de temps à autre. Et l'existence d'élites pour faire vivre à la base hein, cette vitalité des contre-pouvoirs, les élites intermédiaires, elles existent en France, il y en a de nombreuses, il y a beaucoup d'élus locaux, 500 000 élus municipaux, c'est énorme. Mais ils sont complètement sous-utilisés, parce qu'on est dans un pays incroyablement centralisé, qui affiche un mépris même pour ce type d'élite. Donc en France, les contre-pouvoirs existent, ils sont institutionnalisés, ils disposent de moyens, mais ils sont en perte d'énergie, du fait d'une éducation défaillante, d'une confiance sociale très faible et d'une culture civique en déclin. Et aujourd'hui, donc, il y a une profonde anémie des contre-pouvoirs, renforcée encore, je viens de le dire, par la centralisation, renforcée par l'instabilité politique. L'instabilité politique fait que les contre-pouvoirs de la société civile, ils ne savent même plus à qui s'adresser. À qui s'adresser aujourd'hui? Où est le pouvoir politique? Il est au Parlement, il est au gouvernement, il est chez Macron, il est dans la rue, vous voyez hein? Il y a un flottement total. Et puis surtout, quand vous lisez les auteurs, et en particulier un grand auteur allemand, Ulrich Beck, le grand défi, c'est la mondialisation. La mondialisation a entraîné un déplacement majeur du lieu politique. Pouvoir et contre-pouvoir à l'heure de la mondialisation, c'est-à-dire que Ulrich Beck constate que le pouvoir politique aujourd'hui national est totalement affaibli par la crise de l'État-nation, par la crise des sociétés civiles nationales, que l'asymétrie entre pouvoir et société n'a jamais été aussi importante, et qu'il faut donc inventer des contre-pouvoirs transnationaux. Ce qu'il résume en disant que le cosmopolitisme est la solution de l'avenir. Mais regardez, les contre-pouvoirs transnationaux aujourd'hui, contre-pouvoir syndical européen, tout ça, ça n'existe que très peu. Donc en conclusion, on pourrait se poser la question, comment recréer pour l'avenir un espace public de qualité avec des contre-pouvoirs vivants et efficaces? Si j'avais à lister une série de 10 propositions, je dirais qu'il faut un pluralisme, se battre pour le pluralisme de l'information, se battre pour l'indépendance des médias, se battre pour le niveau d'instruction des citoyens, une diversité du tissu associatif, réinstaurer, est-ce possible, la confiance dans les institutions, préserver l'existence de lieux de délibération, capacité aujourd'hui de produire un destin commun, parce que de quoi va-t-on discuter? Si le commun se perd, si on ne sait plus à quel commun nous appartenons, de quoi va-t-on discuter? La qualité des corps intermédiaires et le lien avec le transnational. Les 10 chantiers, ce sont ceux-là. L'espace public, il est plutôt vivant et politisé. Les médias, ça va, ça multiplie les occasions de débat. Les corps intermédiaires sont très affaiblis. Les réseaux, ils enferment plus qu'ils ne libèrent. La défiance, elle est élevée. Les mobilisations, elles ne sont pas durables, elles sont extrêmement fugitives, extrêmement ponctuelles. Et l'internationalisation, elle est très faible. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Et je terminerai par un homme que j'aime beaucoup, Antonio Gramsci, qui était un des penseurs communistes les plus intéressants du marxisme italien, très opposé à Moscou, qui disait « Je suis pessimiste par l'intelligence ». J'ai essayé de mettre un peu d'intelligence dans le sujet. Vous voyez que les conclusions ne sont pas d'un optimisme débordant, mais il faut être optimiste, disait-il, par la volonté. Donc il faut, je crois, aujourd'hui chacun à notre place, avoir cet optimisme de la volonté. Ne pas être abattu, ne pas être des citoyens à genoux ou retirés, je m'en foutiste. Je m'en foutisme, je m'en fous. Oui, je m'en fous, mais on s'occupe de vous.
Et puis, deuxièmement, il y a, je terminerai par cette horreur de néologisme, ce qu'on appelle l'empouvoirment. C'est le néologisme tiré d'empowerment. Ne l'utilisez pas, parce que c'est très peu élégant, mais j'étais sous la houlette de Arlette, donc je me disais, il ne faut pas plaisanter. Voilà. Et donc, cet empowerment, c'est ça, c'est que c'est nous, les citoyens, on ose peu à peu aller sur le bourgeois, en prenant des risques, mais aller sur le bourgeois. Que nous montions en puissance. Pour l'instant, on est là, silencieux ou dans la colère, mais pas dans l'action. Silencieux ou dans la colère. Montons sur le ponton de cette et prenons le pouvoir. Voilà. Hein. Le peuple ignore son vrai pouvoir, ce que je crois profondément. On ignore tous notre vrai pouvoir. Il va falloir s'y mettre. Voilà. Merci beaucoup à tous et à tous. Voilà, qu'est-ce qui vous... Je n'êtes pas d'accord avec des tas de propositions sur des diagnostics ou sur mon optimisme invétéré. Donc, merci beaucoup pour cette présentation fascinante, passionnante. Ce n'était pas trop optimiste, mais quand même, c'était intéressant à écouter. Je veux mettre le point sur cette idée de vertu civique et de l'amour pour la République. C'est une idée qui m'a frappé parce que, en tant qu'Américain, venant du contexte américain, on est dans un pays où le nationalisme est très, très politisé, où ceux qui ont cet amour pour le public sont plutôt à la droite et c'est plutôt un nationalisme très symbolique, très théâtrisé. Et ce qui est peut-être ironique, c'est le différence entre ce type de nationalisme symbolique, autoritaire américain et le vrai amour pour la République, le vertu civique dont vous parlez, et est-ce que c'est à peu près le même en France? Non, il y a des différences. Il y a des différences. Vous avez toujours eu aux États-Unis une forme de patriotisme qui nous frappe toujours ici. Quand on arrive ici, vous avez des drapeaux américains littéralement partout, plantés dans les jardins, etc. Et ça montre que l'identité nationale américaine est quelque chose d'important aux yeux des Américains, au-delà de leurs appartenances à tel ou tel État fédéré, tel ou tel milieu social, tel ou tel milieu religieux. Et on ne peut que s'en réjouir parce qu'une identité nationale forte, ça fonde un espace dans lequel on peut organiser ensuite un véritable débat démocratique sur la manière de vivre son identité nationale. Bien sûr, cette identité nationale, elle peut connaître des phénomènes de durcissement. Elle peut connaître des phénomènes où l'identité nationale n'est plus une identité ouverte sur l'autre, c'est une identité de fermeture, où il s'agit en effet de faire l'Amérique plus forte encore again, à nouveau, qui est une forme en effet de ce qu'on appelle le nationalisme d'ouverture. Ça a été en France un grand débat au XIXe siècle,